Nous, on a fait un programme de recherche qui porte sur 4 villes de la Méditerranée, et avant, il y en a eu un autre sur 4 autres villes, dont une en Inde et une en Chine. Et en fait, la première question qu'on se pose, c'est comment des ensembles humains aussi grands, vous voyez, Istanbul, c'est 15 millions environ, Le Caire, c'est plus de 20 millions, Alger, c'est une petite ville tout de même de 5 millions. Donc comment des ensembles humains bâtis, denses, peuvent être gouvernés, rester humains et donner l'envie, et c'est la question de l'avenir, donner envie à d'autres humains d'y habiter, à des gens d'y investir et à d'autres de développer des créations. Alors, nous, on pense, une de nos hypothèses, c'est de dire que pour que les villes, au fond, créent du désir et soient gouvernées, encore faut-il qu'il y ait des institutions minimum de gouvernement, et on s'est rendu compte que parfois ces institutions étaient défaillantes, et que dans ce cas-là, les éléments de la fonctionnalité immédiate, qu'on va appeler apportés par les systèmes techniques et les réseaux urbains, soient donnés. Alors on a creusé ces questions-là, et on s'est rendu compte, on a obtenu un résultat, un premier résultat, qui était de dire... on ne s'en rend pas compte, mais le système technique n'est pas que technique, parce que pour qu'il fonctionne, il faut répondre à des questions qui sont éminemment politiques. Par exemple, qui est responsable? Qui possède le système? Comment détermine-t-on les tarifs? Sur un principe de justice sociale, sur un principe d'égalité, sur un principe de consommation? Comment finance-t-on la maintenance? Comment finance-t-on le coût d'investissement? Donc toutes ces petites questions-là, liées au bon fonctionnement des systèmes qui rendent les villes désirables ou pas désirables, sont des questions qui ne sont pas techniques, qui sont des questions politiques. Et donc, ceci participe d'un gouvernement de fait. Et donc, on se rend compte que dans la plupart des métropoles, ce genre de choses fonctionne à peu près. Par contre, une grande différence entre les métropoles, et ça c'est central pour leur avenir, c'est comment régler la question du logement. Dans beaucoup d'entre elles, la planification n'est pas respectée, la spéculation est très forte, les passe-droits avec corruption en arrière fonctionnent d'une manière importante, et donc finalement, le maillon faible de d'une grande partie du développement de ces métropoles est la capacité à produire du logement en respectant des règles, du logement si possible de qualité et du logement pour tous. Donc dans beaucoup d'entre elles, ce n'est pas le cas. Donc à Alger, vous vous retrouvez avec une spéculation foncière considérable et un étalement urbain qui en résulte. Même étalement urbain, mais pour d'autres raisons, à Istanbul, et donc ça posera des problèmes plus tard de ville sobre. Et enfin, au Caire, le très beau chapitre écrit par Pierre-Arnaud Martel, qui n'était pas là, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, lui nous dit tout simplement qu'on a fait des villes nouvelles dans le désert qui ont coûté extrêmement cher en infrastructures, qui sont peu habitées, et qu'on a délaissé la ville formelle où habite une grande partie des habitants du Caire. Donc vous voyez, par rapport à la question de quel est l'avenir de ces villes, pour avoir un avenir positif, il faut résoudre des problèmes de gouvernement. Et pour résoudre ces problèmes de gouvernement, mieux vaut commencer par avoir de bonnes institutions, par avoir des infrastructures qui fonctionnent, et si possible, ne pas trop laisser abandonner à eux-mêmes pour bricoler et résoudre des problèmes, notamment dans le logement, et avoir du logement informel. Et ça, c'est éminemment une responsabilité des hommes politiques. C'est-à-dire qu'on peut penser que, comme dans un bateau, au fond, la qualité du capitaine, le cap qu'il donne, a une influence sur l'équipage. Et donc, si les pays de cette région du monde veulent se développer ou veulent à nouveau avoir un grand avenir, ce qui fut leur passé, il faut interroger le comportement des élites. Est-ce que les élites ont comme préoccupation de développer le bien commun? Est-ce qu'elles ont comme préoccupation d'innover dans l'industrie, d'innover dans les nouvelles technologies, d'innover dans la création? Ou est-ce qu'en fait, le principe premier qui domine, c'est dans des mondes où les règles du jeu ne sont pas totalement respectées, chacun essaie de résoudre ses problèmes personnels et familiaux, de s'enrichir à court terme et de laisser le reste à l'abandon. Ça, c'est une question absolument centrale, et on pourrait dire en termes simples, des pays où les élites sont défaillantes, où les élites ne se projettent plus dans l'avenir de leur pays, parce qu'ils émigrent, parce qu'ils pensent que l'université est mieux ailleurs, risquent d'être en péril dans les décennies qui viennent. La notion de connectivité est centrale, et elle est ici dans l'exposition remise en perspective historique, dans la mesure où les centres urbains sont des espèces d'incubateurs de connectivité et des nœuds dans les réseaux, dans les circulations de flux, et l'essence même des villes et des villes-ports en particulier réside dans la capacité
hein, à faire lien, à faire articulation entre les flux et donc à se connecter à ces flux pour en tirer le profit maximal. Istanbul est un exemple, à mon avis, fondamental, dans la mesure où, du fait de son site exceptionnel à la croisée des chemins, Istanbul, surtout depuis le début des années 90, redevient une plateforme, une plaque tournante au cœur de systèmes de flux multiples. Istanbul a été, en tant que capitale d'empire, l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, a été à la tête d'une configuration territoriale d'extension exceptionnelle en Méditerranée et a construit son exceptionnalité dans la capacité à capter les flux, à se construire en point d'intersection entre ces flux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment actuellement se reconfigure disons la capacité d'Istanbul à faire connexion. Cette reconfiguration s'opère à des échelles qui ne sont plus seulement les échelles méditerranéennes du passé, mais à des échelles plus vastes. Et dans le corridor turc qui est en train de se construire, Istanbul aspire à être un nœud important pour les flux énergétiques, mais aussi Istanbul est une plateforme aussi pour les flux humains, qu'on oublie un peu trop, mais en tant que lieu de concentration des flux, notamment de transit entre le grand monde relativement pauvre et le monde encore relativement riche. Et Istanbul est là une interface géopolitique assez frappante entre des mondes dont les relations se redéfinissent actuellement, et cette redéfinition se répercute dans la structure urbaine même d'Istanbul. Alger a beaucoup évolué, en particulier depuis la fin des années 90, puisque, comme beaucoup d'autres villes méditerranéennes, en fait, elle s'est agrandie avec l'exode rural. Mais depuis, on va dire, le milieu des années 90, elle a d'abord eu moins d'exode rural et surtout elle est rentrée dans une zone de crise économique, sociale et politique. Comme vous le savez probablement, donc, il y a eu un nombre important de morts liés à ce conflit politique et sécuritaire. Et depuis le redémarrage et puis la paix du début des années 2000, en fait, elle connaît une croissance rapide, une interconnexion interne. Donc elle s'étend aujourd'hui sur 200 km de large et 50 km du nord au sud. Et surtout, il y a une forte demande, donc une très forte croissance des prix immobiliers et du prix du foncier. Alors, que peut-on dire de cette notion de connectivité dont il est question aujourd'hui dans cette thématique-là, comment Alger se positionne? Alors, Alger n'est pas beaucoup connecté aux autres villes méditerranéennes ni aux autres villes dans le monde à travers ses institutions, à travers ses politiques publiques. En réalité, cette connexion, elle se fait pour beaucoup à travers les populations, les entreprises qui se sont développées ces dernières années, depuis les individus qui trouvent des liens commerciaux avec la Chine ou Moyen-Orient ou encore une autre partie de l'Europe, jusqu'à des entreprises privées qui se sont installées et développées depuis quelques années. Donc c'est plutôt cette dynamique, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler la société civile qui fait la connexion en fonction des besoins, mais en fonction aussi des affinités culturelles, des nouveaux modèles de culture, de consommation. Donc aussi bien les jeunes que les moins jeunes trouvent de nouveaux liens. Et progressivement, les institutions suivent cela, ou certaines entreprises publiques suivent en mettant en lien, par exemple, de nouveaux liens de transport, en mettant en place de nouveaux échanges ou coopérations.